10 ans après l'accord de Paris, où en est-on dans les Hauts-de-France? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec Thomas Évrard de La Voix du Nord dans l'émission Comme une planète, votre magazine dédié à l'actu écologique de la région. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que le 12 décembre prochain, nous fêterons les 10 ans de l'accord de Paris, cet engagement international pris à la COP21 pour limiter la hausse des températures à plus de 1,5 degré. Depuis, que s'est-il passé dans notre région? Eh bien hier, des entreprises, des collectivités, des associations des Hauts-de-France se sont retrouvées à Le Word pour faire un bilan de leur action climatique depuis 10 ans, mais aussi pour interroger l'efficacité de ces COP qui ont lieu tous les ans. La dernière vient de se terminer à Belém au Brésil et des nordistes y étaient. Alors pour évoquer tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Anna Biosque, étudiante en Master 1 à Sciences Po à Lille et jeune déléguée climat. Bonjour. Bonjour. Vous étiez à la COP 30 du Brésil au sein de la délégation française qui a participé aux négociations climatiques. Paul Watkinson, ancien négociateur en chef de l'équipe France au COP. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez de Paris et vous avez participé à une vingtaine de COP, notamment à la COP 21. Et puis Simon Karlenskint, bonjour. Bonjour. Directeur régional de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Elle était présente hier à Le Word. Thomas, d'abord, vous étiez également présent auprès de ces acteurs régionaux pour évoquer le bilan des 10 ans de l'accord de Paris, une manifestation organisée par le CERD, le Centre ressources du développement durable rattaché à la région. Thomas, rappelez-nous d'abord les fondements de l'accord de Paris. Oui, Anne. Vendredi prochain, on fêtera un anniversaire important, celui de l'accord de Paris. C'était il y a déjà 10 ans, près de 200 pays réunis pour la COP21 s'engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à atteindre à terme la neutralité carbone. L'objectif, limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire les années 1850. Pourquoi 1,5 degré ? Car c'est la limite qui nous ferait déjà franchir des seuils critiques à partir desquels des éléments clés du climat, comme les calottes polaires par exemple, peuvent basculer dans un nouvel état avec des conséquences importantes et souvent irréversibles. Avant la signature de l'accord, les projections nous amenaient dans un monde à plus 4 degrés Celsius en 2100. Selon l'ONU, en l'état actuel des engagements des États, si tout est respecté, on se dirigerait maintenant vers un monde à plus 2,5 degrés, à 3 degrés, et c'est toujours trop. 10 ans après la COP21 et quelques semaines après la conclusion en demi-teinte de la COP 30 qui s'est tenue au Brésil, que faire et surtout que fait-on déjà, notamment à l'échelle régionale? Et les conférences internationales sont-elles toujours pertinentes? C'est les questions qu'on va se poser avec nos invités. Et tout d'abord, Anna Biosque, comment s'est passée cette première expérience dans une COP et quel a été votre rôle? Donc moi, c'était ma première COP. Je suis jeune déléguée climat, donc c'est un programme qui est porté par le ministère de la Transition écologique et des associations de société civile jeunes, donc Climate, le RESES et la JAC, la Jeunesse Ambassadrice pour le Climat et la Biodiversité, qui permet à des jeunes d'être inclus dans les négociations internationales sur le climat, inclus pleinement, parce qu'on fait complètement partie de la délégation, on a un badge parti. Donc on a accès à toutes les négociations. En général, on suit un sujet de négociation par COP, c'est des mandats de 2 ans, et du coup, on se rend à 2 COP, mais c'est compliqué de suivre plein de sujets en même temps, parce que les COP, c'est vraiment des événements très très riches en termes de négociations, d'événements, etc. Donc moi, mon rôle avec mon autre co-délégué, c'était de suivre les négociations genre cette année, sur le genre et le changement climatique. C'est-à-dire comment tenir compte davantage des femmes, des personnes non-binaires dans les politiques climatiques, c'est ça ? Exactement, parce que les femmes et les personnes sexisées sont plus vulnérables face aux événements climatiques extrêmes et elles sont aussi plus leaders sur les luttes contre le changement climatique. Donc c'est vraiment de suivre ces négociations-là et aussi d'organiser le lien entre la société civile et l'équipe de négociation et permettre aux jeunes présents de comprendre ce qui se passe et d'essayer de porter un plaidoyer. Vous avez eu le sentiment de faire des avancées du coup pendant cette COP? Oui, notamment parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de Guyane qui étaient présents, parce que la Guyane est frontalière avec le Brésil. Et donc c'est extrêmement important pour ces jeunes-là d'être représentés auprès de la délégation. On a pu organiser un rendez-vous entre les jeunes d'outre-mer, les jeunes de l'Hexagone aussi, et le chef de la délégation française, Benoît Faraco, pour qu'ils puissent porter leur position spécifique à leur territoire de Guyane. Et je crois que vous avez aussi travaillé sur la question de la désinformation climatique. Paul Watkinson, vous êtes ancien négociateur en chef de la France au moment des COP. Comment réagissez-vous par rapport à cette fraîcheur de ce témoignage-là qui rentre tout juste de Belém? Bon, je pense que c'est une excellente chose d'avoir des jeunes
vraiment qui participent activement à la délégation. C'est quelque chose qu'on a instauré une dizaine d'années et je suis heureux de voir que ça continue et que ça fait un lien entre les participants vraiment au processus, mais également à la société civile en sens plus large. Donc, Oui, c'est un petit bout des Hauts-de-France à la COP, en fait. La COP est toujours... ça va dans tous les sens. Il y a une trentaine de sujets qui se discutent, énormément de réunions qui se passent autour de tout ça. Donc, c'est presque impossible de savoir tout ce qui se passe. Il faut se focaliser sur certaines choses. Mais il faut également avoir une ligne droite vers les résultats qu'on vise dans une conférence. Comment ça va nous aider à renforcer la mise en œuvre? Ce que vient d'être dit en termes de synthèse de l'accord de Paris. Comment pouvons-nous renforcer l'action? C'est ça l'enjeu principal. Rappelez-nous rapidement ce qu'est une COP Climat, l'événement en lui-même. Alors, c'est un peu le Parlement de l'accord de Paris et de la Convention climat. C'est là où les presque 200 pays qui ont ratifié cet accord se retrouvent pour prendre des décisions. Alors, il y a des grandes décisions parfois, comme l'adoption de l'accord de Paris, où il y a 2 ans, on faisait ce qu'on appelait le bilan global, où on a fait le point sur l'avancement, sur tous les thèmes. Cette année, c'était un peu fait le contrôle de pas mal de règles. La question de genre, c'est un bel exemple. Il y avait des décisions à prendre. Il y avait des décisions à prendre également sur la transition juste. Comment on accompagne les employés dans la transition. Imaginez que ça soit socialement acceptable. Donc, on essaie de compléter progressivement cet ensemble d'actions, programmes de travail, initiatives, suivi de ce que font les États. Alors, comme j'ai dit, il y a des grandes conférences où les résultats sont relativement lisibles. On adopte un accord ou non. Il y a d'autres conférences où c'est comment avancer sur toute une série de questions et c'est parfois plus difficile à lire. Il y a de bons résultats sur certains thèmes, des résultats plus difficiles sur d'autres. Alors justement, un petit bilan de cette COP30 parce que vous avez un vrai regard d'expert, vous en avez suivi plus d'une vingtaine. Quel regard vous portez sur celle-là? Je pense que c'est une COP de transition. C'est une COP où on a un peu épuisé les sujets à négocier, vraiment décider sur les grandes initiatives, etc. On a largement ce qu'il faut pour renforcer l'action et la collaboration. C'est de plus en plus comment coopérer pour dépasser les barrières à l'action. La finance est d'une grande importance à cet égard, mais c'est de plus en plus un peu le soft power, si j'ose dire, de la COP pour influer ce qui se passe dans d'autres instances. Les banques multilatérales de développement, la Banque mondiale, le FMI, etc. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, elles s'investissent davantage dans le soutien aux pays vulnérables ? Il y a des initiatives concrètes. On a un fonds vert pour le climat, on a un fonds pour répondre à ce qu'on appelle les pertes et préjudices, les dégâts climatiques que subissent surtout les pays en développement. Donc tout ça existe. Il faut renforcer. D'abord, il faut plus d'argent. Oui, c'est ce que disent les ONG, c'est qu'aujourd'hui, l'enveloppe n'est pas assez importante. Et malheureusement, il y a pas mal de pays développés qui sont en train de couper dans l'aide publique au développement pour les pays du Sud. Ça arrive au mauvais moment, surtout avec les Américains qui font défection et qui arrêtent toute l'assistance et commence à promouvoir les énergies fossiles plutôt qu'imaginer comment en sortir. C'est au reste de la communauté internationale à apporter une réponse. Et c'était ça qui était au cœur de la COP de Berlin. Quelle réponse apporter à ces questions de la transition à partir des énergies fossiles? Et donc, vous avez le sentiment, quelque part, que la communauté internationale arrive à dépasser un peu ces soubresauts liés à la position américaine et même chinoise, puisque la Chine n'était pas présente. Bon, les États-Unis n'étaient pas là. C'est presque préférable dans la situation actuelle. Ils n'étaient pas là pour casser activement sur place, mais ils sont en train d'utiliser les voies bilatérales. On a vu ça entre l'Union européenne et les États-Unis il y a plusieurs mois. Ils mettent la pression pour qu'on achète du gaz et du pétrole américain. C'est pas ça dont on a besoin. Donc, face à ça, la communauté internationale doit rester soudée. Berlin n'était pas aussi net, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments en termes de collaboration qui peuvent vraiment faciliter la transition pour tous les pays. Avant de passer la parole à Simon Carlos-Quint, rappelez-nous aussi le rôle des régions comme les Hauts-de-France dans les COP. Vous les avez vues, toi, vous sur place? Je pense que c'est très important de comprendre que déjà la COP, strictement, ce sont les États.
qui prennent les décisions. Et parfois, ils sont un peu sensibles à la participation d'autres acteurs. Mais de plus en plus, quand on parle de la mise en œuvre, il faut tous les autres acteurs. Les gouvernements sous-nationaux dans les régions sont des acteurs essentiels de la transition. Et trouver la place, c'est reconnu dans pas mal de décisions maintenant cette place, mais surtout on a ce qu'on appelle l'agenda de l'action autour de la COP. C'est quelque chose que nous avons lancé à Paris lors de la COP 21, qui associe directement les acteurs sous-nationaux, les entreprises, la société civile dans les initiatives qui aident à renforcer l'action. Et je pense dans ce domaine, il y a vraiment une place qu'occupe activement. Et par rapport aux États-Unis, on a vu que c'était les États fédérés comme la Californie qui sont toujours présents. Les États et même les villes. Hein. Et donc, cette collaboration au niveau des acteurs sous-nationaux, c'est vraiment critique. Du coup, on va parler de l'action dans la région. Simon Karleskin, hier, des acteurs régionaux se sont mobilisés pour évoquer les 10 ans d'action climatique dans les Hauts-de-France et aussi rentrer dans des perspectives. Du coup, 10 ans après l'accord de Paris, où en est-on dans la région ? Alors, merci déjà pour l'invitation, ravi de pouvoir échanger sur ces sujets. Effectivement, hier se tenait à l'initiative du CERD, le Centre de ressources du développement durable, un bilan pour les Hauts-de-France suite aux 10 ans de l'accord de Paris. C'est extrêmement important de dire que ces grands textes sont structurants pour des décisions très locales. Ça lance une dynamique, ça montre que la coopération est possible. Les négociations, comme Anna a pu le rappeler, sont âpres et difficiles à un niveau international. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y réussir, nous, dans les territoires, pour agir et avancer ? Je pense que ça avait aussi beaucoup de sens de le faire à Leeuwarden, au centre historique minier de Leeuwarden, parler des 10 ans de l'accord de Paris dans un endroit qui a fait la première révolution industrielle dans la région et qui est basé sur le charbon, c'est vraiment de dire que en s'ancrant dans l'histoire des Hauts-de-France, on peut parler de la suite et de ces transitions. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? On a vu l'importance des territoires et de la capacité d'une coopération locale à avancer sur plein de sujets. La décarbonation de l'industrie, par exemple. Dans un contexte de réindustrialisation, qui est vrai, on voit la vallée de la batterie qui se déploie, demain sûrement une vallée de l'IA avec des data centers. Cette réindustrialisation, elle s'accompagne d'une transition écologique, pas seulement énergétique, je tiens à insister là-dessus. Il y a des enjeux d'économie circulaire, de territoire durable, évidemment de transition énergétique à travers les enjeux de sobriété, comment ne pas consommer quelque part, d'efficacité, consommer mieux, et puis de transition vers des énergies propres, en particulier vers l'électricité. Donc ce qu'on voit en région, c'est que ce soit dans le domaine des entreprises, à travers leur décarbonation, ou que ce soit du côté des collectivités qui permettent à leurs habitants de vraiment faire leur transition écologique. Sans piste cyclable, vous allez difficilement pouvoir abandonner votre voiture le matin. Et ça, c'est vraiment les collectivités qui le font dans les Hauts-de-France. Alors, l'impact, par exemple, c'est qu'on a constaté une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans la région depuis 10 ans à peu près. On est à moins 25%, moins 22%. C'est ça. On constate, alors, au niveau France, depuis 1990, on a un peu plus de moins 30%. Dans les Hauts-de-France, on est à moins 25%, mais aussi parce que le tissu industriel, vraiment dans les Hauts-de-France, le tissu industriel est à peu près 2 fois supérieur en PIB que dans les autres régions françaises. Et cette transition de ces gros acteurs industriels ne se fait pas en un jour. On parle d'ArcelorMittal du côté de Dunkerque, on parle d'Aluminium Dunkerque là aussi, on parle d'Echium sur les cimenteries. Ce sont des investissements lourds, coûteux, difficiles, mais sur lesquels les acteurs s'engagent et sur lesquels on avance chaque jour un peu plus. Donc il y a des vraies avancées. Pour refaire le lien avec la COP, on a une COP en région. On a une COP qui a été lancée il y a maintenant 3 ans, qui reprend l'intitulé des COP internationales, donc sous l'égide de l'État, mais en lien avec le Conseil régional, et qui a permis aussi de montrer que sur les Hauts-de-France, il fallait d'ici 2030 aller chercher 22 millions de tonnes de CO2. Alors, c'est un chiffre qui peut paraître... mais au moins, c'est-à-dire réduire de 22 millions de tonnes voilà, en termes d'émissions. Mais au moins, c'est objectivé. Et ce plan ne s'arrête pas à dire ces 22 millions de tonnes, il vient sectoriser par des actions très concrètes. Les entreprises, c'est à peu près un tiers, et la décarbonation via l'électrification, c'est tant. La place des mobilités durables va nous permettre de chercher autant. La place des prairies dans l'agriculture va nous... Voilà. Sur absolument tous les enjeux, on sait aujourd'hui quels sont les leviers à activer en région.
Et je pense qu'un des enseignements peut-être de cette COP, on l'a qualifié à Belém de COP de la vérité. Et beaucoup ont cru avant la COP que la vérité, ça allait être des engagements très forts, des chiffres sur la réduction des énergies fossiles. Peut-être, comme Paul le rappelait, que la vérité aujourd'hui, c'est de recomposer, d'avoir une recomposition géopolitique de qui sont les acteurs qui veulent vraiment s'engager. On voit la place des États-Unis, la place de la Chine qui bouge, et aussi la place des territoires, la place des acteurs sous-nationaux. En particulier, on a vu même les peuples autochtones qui se positionnaient et qui ont énormément poussé dans ces COP-là. On se dit que c'est sûrement par les territoires, peut-être que demain, on va pouvoir engager les transitions écologiques. Nous sommes toujours dans votre émission Comme une planète Hauts-de-France, 10 ans après l'accord de Paris. Où en est-on? Avec nos invités, Paul Watkinson, ancien négociateur en chef pour la délégation France aux différentes COP, Anna Biosque, étudiante en Master 1 à Sciences Po Lille, et également Simon Carlos Quint, directeur régional de l'ADEME. Thomas. Pour parler de la suite dans la région, il y a un rapport du CESER, donc le Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France, qui est sorti début novembre et qui distingue 10 priorités pour atteindre la neutralité climatique en 2050. On parle de préservation de la biodiversité, sobriété énergétique, d'efforts dans la mobilité, le bâtiment, l'industrie. Quelle priorité distinguée par le CESER vous trouvez prioritaire? Quelle action, quelle action pourrait être prioritaire? Alors le CESER, c'est important de rappeler que le CESER représente vraiment vocation à représenter toutes les catégories de la société. On a des représentants innombrables, donc c'est extrêmement important quand le CESER sort un rapport, et en particulier sur ces enjeux-là. Ils ont déjà réduit à 10 priorités. Vous imaginez bien que sur les enjeux de transition écologique, c'était déjà une gageure que de se réduire à 10 priorités. Moi, ce que je retiens de ce rapport, c'est que à ce moment-là, effectivement, de recomposition de tout le monde, c'était important d'avoir un acteur aussi global, aussi englobant que le CESER, que de rappeler aux uns et aux autres leurs enjeux et leurs priorités. Très concrètement, moi je pense que ils ont rappelé l'enjeu de décarbonation de l'industrie en s'appuyant vraiment sur l'ensemble des leviers, et le premier c'est la sobriété. Je pense qu'il faut vraiment le rappeler, mais c'est aussi valable pour les particuliers. On a tendance un peu trop rapidement à dire que la décarbonation c'est l'électrification. On passe d'un procédé au gaz à un procédé électrique. En fait, il y a un travail extrêmement important de se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel aspect dans les process industriels. Il rappelle la place, là aussi, des territoires, dans la capacité du territoire à devenir un territoire durable. C'est un des enjeux majeurs, c'est des enjeux d'infrastructure, c'est des enjeux aussi de communication, on va peut-être parler aussi de désinformation et d'information. C'est comment est-ce qu'on informe mieux les citoyens sur leur capacité à être plus vertueux d'un point de vue écologique. Anna Biosque, on a vu ce que fait la région, un bilan, ce qu'il reste encore à faire. Vous, en dehors de la COP30, par exemple, en tant que citoyenne, est-ce que déjà en amont de la COP30, vous étiez engagée sur ces questions climat, avec d'autres jeunes? Qu'est-ce que vous faites, vous, sur le terrain? Il y a beaucoup d'associations de jeunesse qui s'engagent au quotidien, en réalité, pour les questions de climat et de biodiversité aussi, il ne faut pas l'oublier. L'association avec laquelle je travaille, donc les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat et la Biodiversité, en partenariat avec d'autres associations, organise la LCOI, la Local Conference of the Youth. C'est une sorte de COP climat jeunesse sur le territoire français, donc qui rassemble des jeunes tous les ans à l'Académie du climat en général. À quelle période de l'année? C'était au mois de mai cette année. Donc c'est à Paris. C'est à Paris, c'est ça. Comme ça nous permet de se retrouver entre jeunes sur un week-end et de créer un plaidoyer sur les sujets qui comptent pour la COP de cette année. Cette année, la COP30, c'était une COP qui était aussi orientée autour des questions de forêt, de biodiversité. On se trouvait quand même dans la forêt amazonienne. Aussi les questions de peuples autochtones dont on a beaucoup parlé. Donc créer un plaidoyer vraiment autour des enjeux phares qui seront représentés à la COP pour que les jeunes puissent porter leur voix ensuite dans la COP. Donc ça, c'est un travail qu'on fait toute l'année, aussi avec des temps de sensibilisation dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les écoles. On travaille notamment aussi avec l'AFD, l'Agence française du développement, sur des simulations de COP, donc à destination des jeunes. Paul Watkinson, quel regard portez-vous sur la mobilisation du territoire, soit à travers le témoignage de Simon Carlos Quint ou celui d'Anna Biosque? Bon, je trouve ça très très intéressant parce que la COP, c'est un peu ce niveau, on est à un très haut niveau de généralité. Lorsqu'on décline ça au niveau du territoire, on est dans le détail.
On est dans l'association du citoyen, de la citoyenne dans l'action. On est en contact vraiment avec l'industrie. Et ce n'est pas un enjeu de désindustrialisation, au contraire. On peut baisser les émissions comme ça, mais ce n'est pas la solution. Donc on est face vraiment à la construction d'un projet qui se comprend plus facilement que ce qu'on fait dans la COP. Et parfois, la COP, c'est un peu trop abstrait, c'est trop loin d'expliquer ça. Donc, on a vraiment besoin de ce relais, comme les jeunes représentés par Anna, mais également par l'action des territoires, parce que je pense que c'est comme ça qu'on rend ce qu'on fait dans la COP, les grands objectifs, quelque chose qui touche aux gens. Et ça, c'est important. Si on va mobiliser l'action, il faut venir à ce niveau. Dans le rapport du César, on parle de bataille d'une priorité par rapport au récit, justement. Comment on fait pour mobiliser les acteurs économiques, la population locale, concrètement, en fait ? Effectivement, ce qu'on entend souvent par mise en récit, qui peut paraître être aussi là un concept un peu loin, c'est comment on raconte une histoire. Aujourd'hui, la place, on parle aussi des imaginaires, c'est-à-dire que, moi je donne souvent l'exemple, aujourd'hui au cinéma, lorsque vous voulez faire passer un personnage de votre film pour quelqu'un d'important et de puissant, vous le faites arriver dans un énorme SUV, vitres teintées à toute berzingue. Ça, c'est un imaginaire qui veut dire que les grosses voitures, les grosses cylindrées qui font beaucoup de bruit, c'est un symbole de puissance. La mise en récit, c'est essayer de créer des nouveaux imaginaires pour justement montrer que les solutions qui sont beaucoup plus respectueuses du climat sont des solutions enviables. Et ça, c'est un combat de tous les instants. C'est un combat culturel. Et c'est vraiment des nouveaux imaginaires à construire. Et ça se fait vraiment sur le long terme. Ça se fait plutôt aussi en local. Ça se fait par les exemples et ça se fait par effectivement ce qu'on appelle cette mise en récit qui est souvent fait par les élus. On est à quelques mois des élections municipales. On va avoir des élus qui vont porter des projets en faisant cette mise en récit pour essayer de projeter le territoire et de donner envie de vivre dans un territoire. Vous auriez un exemple concret ou pas ? C'est par exemple la ville de Fourmies. Qui est dans l'Avesnois, a beaucoup travaillé sur cette mise en récit et a beaucoup travaillé sur la transition écologique. Et donc, elle a fait tout un tas d'investissements. Elle a créé, dans une ville de moins de 10 000 habitants, un tiers-lieu. Parce qu'on pouvait penser que les tiers-lieux, c'était pour les grandes agglomérations. Non, ils en ont fait un tiers-lieu où ils parlent de transition écologique, où ils parlent de leur réseau de chaleur aux énergies renouvelables. Et donc, ils arrivent à embarquer leurs habitants dans la fierté d'appartenir à un territoire qui respecte son environnement au sens large, climat et biodiversité évidemment, et d'en être vraiment fier. Alors, il nous reste 5 minutes pour aborder les limites de ces COP, et même de cet accord de Paris. Paul Watkinson, je sais que vous avez quand même un regard critique, et nous-mêmes en région, moi j'ai pu rencontrer des climatologues qui ne veulent plus entendre parler des COP, jugeant leurs avancées trop lentes. Voilà, quelle limite peut-on apporter à ce genre de fonctionnement ? Moi, je vois la COP et l'accord de Paris comme une boîte à outils. On n'a pas résolu le changement climatique en adoptant l'accord de Paris il y a 10 ans. Je vous dis bien, mais ce n'est pas le cas. Mais on s'est fixé un objectif, les fameux 1,5 degrés. Nous sommes en train de dépasser cet objectif, mais chaque fraction de degré compte. Et donc, on s'est fixé le cap. On accepte que les pays décident de leurs actions. C'est là où il faut associer tous les autres acteurs. Mais on a un contrôle de tout ça, le système d'information. Mais ensuite, c'est tout cet espace de coopération et collaboration. C'est ça qui nous permettra d'accélérer, d'aller plus loin ensemble pour faire face aux barrières. Et c'est ça maintenant qu'il faut renforcer. Comment alors justement ? Les résultats des Berlin ont laissé beaucoup de gens sur le faim. Il n'y a pas eu de décision très nette qui parle de la sortie des énergies fossiles, etc. Mais on a mis en place ce qu'on appelle un accélérateur de la mise en œuvre. Alors, c'est potentiellement une boîte vide, mais c'est potentiellement également un outil très puissant pour faciliter le renforcement de cette collaboration. Ils ont fait le point sur quelques centaines d'initiatives lancées ces dernières années. Ils ont vu ce qui marche. Dans les pays ou dans des coalitions de pays, au niveau international, qui réunissent pays, acteurs internationaux, des Nations Unies, de financement, des acteurs sous-nationaux, etc. Il y en a qui marchent bien.
Il y en a qui sont tombés à Donc ils ont côté. évalué en fait, ils ont évalué certaines Il y a un initiatives. sens de l'avancement. Maintenant, il faut mettre ça en musique. Il faut le service après-vente de toutes ces initiatives. C'est ça qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Et ça, c'est un outil puissant parce que c'est un outil de collaboration pour dépasser les barrières à l'action. Il y a des barrières politiques. Les gens qui ne veulent pas agir. Il faut tenir tête. Les États-Unis, un certain nombre d'acteurs des énergies fossiles qui cherchent à freiner la détermination. C'est la solution. Mais c'est également mobiliser le financement. C'est également les questions de la justice dans la transition. Comment associer les acteurs? Comment associer le citoyen? Donc, tous ces éléments, dépasser ce problème d'imaginaire, tous ces problèmes qu'on trouve au niveau territorial. Donc, c'est cette déclinaison de la collaboration d'en haut vers le bas. Et si on arrive à faire ça, on avance. On peut accélérer. C'est pas simplement une énième décision qui n'est pas suivie d'effets qui fera la différence. C'est vraiment la collaboration concrète, à mon avis. Anna, vous, quelles limites vous avez ressenties au niveau de la COP30 à Belém? La COP30, c'est un événement, enfin les COP de manière générale et surtout les COP climat, c'est des événements qui sont de plus en plus politiques. Ça peut avoir ses avantages comme ses inconvénients. Ça a l'avantage de mettre aussi à l'agenda et en lumière déjà le sujet climatique, alors qu'on est dans un contexte de backlash autour des sujets climatiques et de biodiversité en général. Ça met aussi en lumière peut-être des acteurs qui ont ce besoin d'être mis en lumière, et on parlait des peuples autochtones, des communautés locales. C'est extrêmement important pour eux, et on a entendu ces témoignages sur place à la COP30. C'est peut-être l'espace, voire le seul espace où on entend parler de ces vécus-là et de ces peuples-là. Donc c'est extrêmement important. Et on a eu des avancées cette année sur les questions des peuples autochtones, qu'on puisse avoir ces avancées. Pour la société civile aussi, la COP30 était un symbole d'espoir, parce que sur la COP 29 et 28, la société civile avait eu assez peu de place. Mais quelles limites vous avez ressenties, vous, sur place? Forcément, on est sur un fonctionnement au consensus, un party-driven process, comme on l'appelle dans le vocabulaire CNUC. Donc, c'est des processus qui avancent très lentement, et Paul le disait très bien. Il a fait plus d'une vingtaine de COP. Moi, j'ai pas forcément ce retour-là pour avoir quand même de l'espoir en ayant vu une graduation des avancements. Donc forcément, c'est assez frustrant. C'est ma première COP et je vois qu'on essaye d'avoir des résultats et ça reste parfois laborieux. Mais en fait, le consensus a aussi son avantage sur certains points. On le voit quand on est passé du protocole de Kyoto à l'accord de Paris. C'était justement pour passer d'un modèle plus contraignant à un modèle volontaire des parties signataires de l'accord. Simon Karlowski, vous serez le dernier à intervenir sur ces limites des COP, de cet accord de Paris. Et voilà, quel regard portez-vous depuis les Hauts-de-France? Mais je pense que c'est quelque part pour un acteur territorial comme l'ADEME, un opérateur de l'État mais implanté dans le territoire, ces limites sont aussi quelque part une opportunité. C'est-à-dire que on ne va pas régler le climat juste avec les COP. Et peut-être que quand il y a un accord très important comme celui de Paris, on se dit génial, c'est fait, c'est génial, c'est hyper important et très structurant. Il n'y a plus qu'à le décliner en région. Mais en fait, là, avec l'accord en demi-teinte de Belém, les acteurs territoriaux se disent peut-être c'est à nous de faire. Là, c'est peut-être un peu coincé à ce niveau-là. Il faut que ça continue et c'est à nous de montrer que c'est possible et de prendre chaque avancée. Encore une fois, les COP, c'est des effets papillons. Alors, on préférait tous qu'il y ait un énorme battement d'ailes parce qu'après, sur le terrain, ça va beaucoup plus vite. Mais même un petit battement sur les avancées sur la forêt, par exemple, sur la forêt tropicale, les avancées sur le financement et l'adaptation au changement climatique qui est mis sur le devant. Tout ça va avoir des conséquences sur les territoires et à nous, acteurs territoriaux, de montrer qu'il y a des réalisations concrètes. Eh bien, c'est la fin de cette émission Comme une planète intitulée 10 ans après l'accord de Paris. Où en est-on dans les Hauts-de-France, co-animée par la Voix du Nord et la radio RCF Hauts-de-France. Un grand merci à nos invités. On a senti quand même un souffle d'optimisme et de confiance. Je retiens cette idée du battement de l'aile. Et puis, ça a été l'occasion de voir les avancées dans les Hauts-de-France en matière de l'action climatique et du chemin qui reste à faire. Un chemin qui peut donc être stimulé par ces COP climat. Un chemin qui nous concerne en tout cas tous, du citoyen aux décideurs économiques, associatifs
associatif ou politique. Oui, un grand merci du coup à nos invités, donc Anna Bios, qui est étudiante à Sciences Po Lille et membre de la délégation française à la COP30, Paul Watkinson, ancien négociateur en chef de l'équipe France au COP, et Simon Karleskin, directeur régional de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. À noter les prochains rendez-vous en matière d'action climatique, donc la première conférence sur la sortie des énergies fossiles, c'est en avril en Colombie, puis la COP31 qui aura lieu en Turquie sous présidence australienne. Pour aller plus loin, on peut citer 2 sites, observatoire-climat-hauts-de-france.org et plusdedegrés.org. Merci Thomas, et cette émission est à retrouver dès maintenant en podcast sur rcf.fr ou en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à la partager. Merci à Mathieu Dubois pour la mise en onde. Avec Thomas Evrard, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, et La Voix du Nord et votre radio RCF vous donnent rendez-vous l'année prochaine en janvier pour parler chasse et écologie dans les Hauts-de-France.